Alors, on va commencer par l'actualité, puisque vous avez pu voir que depuis 2 jours, il y a une très grosse initiative qui a été prise et qui s'appelle Stop Bolloré. Elle a été prise par un collectif, à l'origine des avocats, quelques militants, quelques journalistes. Et puis ça a très vite pris une très grande ampleur. Un appel a été lancé avant-hier, signé par plusieurs dizaines d'organisations, les principaux syndicats de journalistes, des collectifs et de nombreux syndicats, signé également par plusieurs centaines de personnes. Et cet appel, je ne me trompe pas, Laurence est toujours à la signature. On peut le signer sur le site qui s'appelle stopbolloré.fr. Laurence Decoq est historienne. Elle a été un peu au cœur de ce collectif qui a lancé cette initiative. Et il ne s'agit pas seulement d'un appel. Et c'est pour ça que c'est intéressant. On va parler des propositions. Il y a aussi les actions immédiates qu'il est possible d'entreprendre. Et parmi les actions présentées, c'était hier, lors d'une conférence de presse, de cette opération Stop Bolloré, il y a 2 choses. Ça a été évoqué par Soraya, une saisine de l'Arcom, ou par quelqu'un d'autre, je ne sais plus, une saisine de l'Arcom, c'est l'ex-CSA, pour violation répétée de la convention qui organisait l'attribution d'une fréquence à CNews. C'est une convention qui date de 2019. Et puis, il y a des plaintes au pénal, mais Laurence en parlera beaucoup mieux que moi. Sont également donc présents Benoît Huet, avocat, co-auteur avec Julia Cagé d'un livre important sur l'information n'est pas un bien commun. Anne-Claire Marquet, qui est l'une des responsables, la directrice du SPIL, du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. C'est aujourd'hui le plus gros syndicat d'éditeurs de presse par le nombre d'adhérents, je ne me trompe pas, et il représente vraiment très très largement, il y a 285 adhérents. 260 éditeurs de presse, entreprises de presse membres et 320 titres de presse qui sont représentés. Donc j'avais fait presque une moyenne, mais donc 320 titres de presse qui sont représentés dans ce syndicat. Et puis je vous présente également donc Lucille Berland. Bonsoir. Donc, du collectif Informer n'est pas un délit. Ce collectif a été créé il y a quelques années et regroupe beaucoup de journalistes qui se sont spécialisés dans l'enquête. Et le collectif Informer n'est pas un délit a fait toute une série de propositions également qui sont intéressantes. Laurence, ça serait bien que tu commences par l'actualité de nous dire donc ce qu'est cette saisine de ce qui s'appelle désormais l'Arcom et qui s'appelait auparavant le CSA. Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci François d'avoir introduit ce 3e débat par ce projet qui entre, je pense, dans ce qu'appelait de ses voeux Fabrice Arfi tout à l'heure sur ce qu'il peut y avoir d'un peu réjouissant en ce moment. Donc en 2 mots, parce que François vous en a dit beaucoup, la jeunesse du projet, effectivement, je suis pas journaliste et d'ailleurs dans le noyau qui a impulsé ce projet, il n'y a pas de journaliste. Nous sommes plutôt des représentantes et représentants de la société civile. Donc déjà, la première chose à dire, c'est une manière de remettre un petit peu la société civile dans la lutte pour l'information libre, parce que c'est pas simplement le problème des journalistes, et donc pour nous, c'était important de le dire. Ça part essentiellement d'ailleurs de juristes, puisque c'est surtout des gens autour de l'avocat Harry Halimi, que vous connaissez sans doute, qui ont eu cette idée en fait de s'attaquer à, je dirais, Vincent Bolloré et son monde, on va le dire comme ça, de s'attaquer à Vincent Bolloré et son monde par le biais du droit. Alors souvent quand Harry Halimi ou d'autres ont de bonnes idées comme ça, ils nous appellent pour nous demander si ça nous tente de faire un truc génial, c'est-à-dire de regarder toutes les émissions Face à l'info avec Zemmour et de les retranscrire intégralement. Nous, qui ne regardons jamais la télévision
Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on répond? Mais oui, Arié, allons-y. Et donc, on s'est tapé des heures de diffusion et de retranscription de propos de Zemmour. Et là, effectivement, quand même, on a été un certain nombre, bon, il y a Mathilde qui est là, il y en a d'autres, on a été un certain nombre à quand même tomber de notre chaise. Et à se dire que oui, c'est vrai, CNews, c'est rien du tout, c'est 2%. Oui, c'est vrai, la télé, on la regarde pas, on la regarde via Twitter, mais voilà, on essaie de se protéger un petit peu. Et qu'en même temps, quand on rentre vraiment dans la réalité des discours qui sont proférés, notamment par Zemmour, bah là, c'est la nausée, c'est le vertige, c'est effectivement l'angoisse, c'est le danger, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Alors, évidemment, on sait bien, on n'est pas naïf, on sait bien que la concentration des médias n'a pas commencé avec Vincent Bolloré, mais on s'est dit, là, il y a une espèce de fenêtre de tir qui s'ouvre, il va partir dans une fausse retraite, on parle beaucoup de lui, peut-être on peut saisir ce moment-là justement pour faire un coup et pour faire savoir en réalité que cette énorme machine, cette énorme arme de guerre, arme de destruction massive de la démocratie qu'il a entre les mains, c'est-à-dire à la fois sa possession de médias, mais aussi ce qu'il s'apprête à racheter dans le monde éditorial. C'est peut-être une énorme machine, mais on a décidé de la gripper un petit peu. Voilà. Donc on a décidé de ne pas le lâcher et de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour lui mettre quelques petits bâtons dans les roues, en commençant par le droit. Donc on a utilisé toutes les transcriptions qu'on a faites pour faire effectivement 3 plaintes. La première auprès de l'Arcom, pour un truc tout simple en fait, qui est sans doute d'ailleurs celle qui tient le plus sur le plan légal, c'est de dire que voilà, CNews a signé une convention, cette convention n'est respectée en rien, et on a trouvé en fait 7 raisons pour lesquelles elle n'était pas respectée. Alors sur notre site qui s'appelle stopbolloré.fr, vous avez la saisine de l'Arcom intégrale, il y a 40 pages que vous pouvez lire, et vous avez les 7 raisons pour lesquelles la convention n'est absolument pas respectée, malgré les mises en demeure, malgré les mises en garde, etc. Tout ce qu'a maigrement fait l'Arcom. Donc ça, c'est la première chose. C'est une saisine qui est pétitionnaire, donc vous pouvez aussi vous associer à cette saisine, et puis elle a vocation à s'étoffer. Et on a décidé qu'on ne lâcherait pas l'affaire. Donc voilà, régulièrement, on sollicitera l'Arcom. Allô, vous en êtes où de notre saisine, pour savoir un petit peu comment avancent les choses. Et puis le second plan, c'est au pénal. Alors là, c'est une nouveauté. On n'a pas saisi le droit de la presse. Je dis on, comme si j'étais juriste. Mais là, c'est vraiment Arié et son cabinet. On décidé de ne pas saisir le droit de la presse parce que d'abord, ça avait déjà fait contre Zemmour et c'est pas extrêmement efficace. Ils ont réussi à relever 2 infractions pénales à partir de tout ce qu'on a retranscrit. L'idée étant ce sont des plaintes contre X, c'est pas des plaintes contre Zemmour, c'est pas des plaintes contre CNews, mais évidemment c'est eux que ça vise et plus haut Bolloré. La première, c'est la diffusion de discours dangereux vis-à-vis de mineurs, qui est quelque chose d'extrêmement important. Et la seconde, c'est l'incitation à la prise d'armes. Parce que on s'est basé en fait sur ce que les juristes appellent des schémas de pensée. Et on a vu que de façon récurrente, Éric Zemmour fabrique véritablement l'idée que, 1, il y a des ennemis intérieurs, 2, ces ennemis intérieurs sont identifiables, ce sont ceux qui pratiquent la religion musulmane, 3, il est tout à fait légitime, comme par exemple, comme l'a fait Génération Identitaire, parce qu'il a parlé de cet épisode-là, lui, à Briançon, il est tout à fait légitime, lorsque l'État ne fait pas son travail de protection des frontières, de le faire à la place de l'État. Et donc ça, si vous voulez, c'est un discours qui est complètement récurrent, émission par émission, avec une Christine Kelly qui régulièrement lui dit « Eric, vous êtes si cultivé », donc qui en plus lui donne un crédit et une légitimation extrêmement fort. Donc voilà, on va essayer de faire tenir ces 2 plaintes. Et puis effectivement, on a lancé un appel que vous pouvez encore aussi signer en ligne, qui est un appel signé par de nombreuses organisations, de nombreux journalistes aussi, et, chose importante, de nombreux auteurs et de nombreuses autrices des maisons d'édition qui s'apprêtent à être avalées par Vincent Bolloré. Parce que c'est vrai que CNews, c'est pas grand-chose, mais la machine Vincent Bolloré, lorsqu'il aura racheté Hachette, c'est quelque chose d'absolument inédit en termes de concentration, et je pense que c'est à nous aussi, nous, société civile, de dire que ça nous atteint. Moi, par exemple, je suis une autrice Bolloré.
parce que je publie dans une maison d'édition qui appartient à Bolloré. Et personnellement, ça me pose un vrai cas de conscience, même si évidemment la maison d'édition n'a pas choisi d'être avalée par Bolloré. Ça me pose un vrai cas de conscience d'être la caution démocratique de Bolloré, parce qu'il dit, mais regardez, moi je publie des auteurs de gauche, d'extrême gauche, etc. Et puis un cas de conscience aussi de contribuer à nourrir les dividendes de Vincent Bolloré. Donc je pense que ça nous regarde tous et qu'il faut qu'on prenne ce truc-là à bras-le-corps. Les plaintes, c'est une première étape, on va les suivre. On prévoit d'autres choses. Donc rejoignez-nous, c'est un collectif et comme dit l'appel, stoppons Bolloré. Alors, ça, c'est une action concrète qui est immédiatement engagée. L'ARCOM, on a une idée, c'est quoi? 4 mois en général, les réponses du CSA, non? Enfin, ça peut aller jusqu'à 4 mois, je crois. Oui, mais Harry a l'idée de ne pas les laisser beaucoup dormir, en fait. Oui, j'ai bien compris. 4 mois, ça paraît long. Donc, on va en venir maintenant sur des propositions plus je dirais, de réformes structurelles, pas là de riposte, comme c'est le cas pour Stop Bolloré. Dans la gamme de ces propositions, on va peut-être commencer avec vous, Benoît Huet. C'est dans les propositions que vous faites avec Julia Cagé, c'est aussi comment réorganiser de manière capitalistique les entreprises de presse et comment, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut faire rentrer les lecteurs, les journalistes, les associer à ça. Est-ce que vous pouvez nous dire pour vous les 3-4 lignes principales qui vous semblent importantes? Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'invitation et pour la qualité des interventions. J'ai appris plein de choses pendant les précédents débats. Donc là, on a raisonné un petit peu à droit constant pour voir ce qui pouvait être fait aujourd'hui contre des propriétaires de médias qui pouvaient enfreindre des règles. Avec Julia Cagé et avec l'association Un bout des médias qui est bien représentée ici au fond de la salle, on réfléchit un petit peu en matière de prospective sur comment est-ce qu'on peut changer les régulations actuelles afin d'améliorer les choses. Il y a plusieurs volets. Le premier volet auquel on peut penser et dont parlait tout à l'heure Fabrice Arfi, ce serait tout simplement le droit social. Ce serait de se dire les sociétés de journalistes dans un certain nombre de rédactions ne se sentent pas complètement libres de parler du fait du lien hiérarchique qui les lie à leur employeur. Et du coup, il y a des propositions qui sont formulées en termes de protection des journalistes salariés, un petit peu dans la veine de ce qui se fait pour les délégués syndicaux. Donc ça, c'est le droit social qu'on n'a pas forcément traité dans notre livre, mais qui est une piste de réflexion. Il y a une deuxième piste de réflexion que pour le coup on a beaucoup développé, qui est sur le droit des sociétés, donc une matière un petit peu barbare qui n'intéresse pas grand monde, mais qui peut être assez utile dans le cadre des médias. Pourquoi? Parce que derrière toute cette difficulté qu'on a sur le fait qu'on ait des rédactions un petit peu muselées qui ne se sentent pas libres, il y a le lien avec l'actionnaire. Et du coup, il faut aller regarder exactement dans le fonctionnement interne des sociétés, dans la gouvernance des sociétés, dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance, comment les décisions sont prises et est-ce qu'on pourrait imposer des choses pour que les journalistes soient représentés dans ces instances et qu'ils aient beaucoup plus la parole et un espace de liberté pour protéger le pluralisme et la liberté d'expression. Et là-dessus, on fait des propositions assez concrètes en s'inspirant de Carrel. Donc, ce qu'on fait n'est pas du tout des propositions totalement révolutionnaires. Par exemple, on va proposer que les directeurs de la rédaction, qui sont aujourd'hui désignés par les organes de gouvernance, donc par les représentants des actionnaires, puissent être désignés avec l'approbation des rédactions. C'est ce qui se passe dans des journaux aussi révolutionnaires que Le Monde, La Croix, Libération, Les Échos, par exemple, qui a réussi à obtenir ça dans sa négociation avec le groupe LVMH. Et du coup, par exemple, ce qu'on va proposer, c'est de dire le directeur de la rédaction, qui est un rempart entre l'actionnaire et la rédaction, pourrait très bien être désigné avec l'approbation de la rédaction, et ça pourrait même devenir une condition pour que l'État attribue des aides à la presse aux journaux. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas cette liberté-là, alors on ne vous donne plus d'aide à la presse. Et là, c'est clairement un angle sur lequel la puissance publique peut venir intervenir de manière assez simple, en fait. C'est simplement les critères d'attribution de la presse, ce sont des décrets, il n'y a même pas besoin de changer la loi. Deuxième piste, c'est pour s'opposer à cette concentration grandissante, il y a un truc très simple qu'on peut faire, qui existait déjà dans l'ordonnance de 44, qui a été très bien décrite tout à l'heure par Mathilde Larère. C'est le droit d'agrément. C'est-à-dire, c'est de dire, quand quelqu'un veut racheter la totalité des titres d'un média, il faut qu'il y ait un agrément du conseil d'administration, ça existe déjà dans la loi, et nous ce qu'on propose, c'est que les journalistes soient représentés dans ce conseil d'administration, et que du coup, si quelqu'un veut racheter un média,
le conseil d'administration puisse ne pas donner cet agrément et proposer un acquéreur alternatif qui payera le même prix que devait le faire le premier, mais qui va avoir négocié d'abord avec la rédaction des garanties sur l'indépendance de l'information. Donc voilà, ce sont des petites choses assez techniques, mais qui peuvent permettre de beaucoup faire avancer les choses. Donc ça, c'est le volet droit des sociétés. Et je vais juste citer un troisième volet avant de laisser la parole aux autres, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est le gros volet qui est la concentration des médias en tant que tel. Vous savez qu'il existe en France tout un tas de régulations pour empêcher une concentration trop forte. Ces régulations sont très imparfaites. On parle d'une dizaine de personnes qui possèdent la plupart des médias de grande audience en France. C'est grâce à ces régulations qu'il n'y a pas que 2 ou 3 personnes qui possèdent tous les médias, comme ça peut être le cas par exemple en Australie. Donc ces régulations, elles fonctionnent un petit peu, mais pas suffisamment. Il faut les améliorer. Elles sont complètement désuètes parce qu'elles datent de 1986. Par exemple, une même personne ne peut pas détenir plus de 7 chaînes de télévision d'un coup. Seulement, ces régulations étaient pensées avant la TNT et sans tenir compte des audiences de télévision. Donc TF1 et M6 ne sont pas réellement concernés par cela. Il suffirait de dire, en fait, c'est pas 7 chaînes qu'on peut posséder. On ne peut pas posséder des chaînes qui font plus de 10, 15, 20% d'audience, par exemple. Et on réussirait assez facilement à résoudre le problème. Où vous avez des régulations qui disent vous ne pouvez pas posséder à la fois des télés, des radios et des journaux. Donc, par exemple, si on prend le cas de Vincent Bolloré que vous citiez, c'est-à-dire l'OPA de Vivendi sur Lagardère, le groupe Vivendi Lagardère réuni a des chaînes de télévision, le groupe Canal+, a des radios, par exemple Europe 1, et a des journaux, Paris Match, le JDD, etc. Mais cette règle des 2/3 ne leur est pas applicable. Pourquoi ? Parce que la règle est mal rédigée et que dans la règle des 2/3, pour les journaux, on ne tient compte que des quotidiens d'information papier. Et du coup, le Paris Match, le JDD sont des hebdomadaires, ne rentrent pas dans cette règle. Donc il suffirait simplement de réécrire un tout petit peu ces règles pour réussir à freiner cette concentration. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc on met pas mal d'idées dans le débat public. Et voilà, donc moi je suis très heureux que ça puisse être repris dans le cadre de soirées comme celle-ci. Voilà. Merci. Je voudrais donner la parole à Anne-Claire Marquet qui représente le SPIL, parce que je pense que vous avez fait une étude très intéressante, très approfondie sur les aides à la presse, le système des aides publiques à la presse. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît ? Déjà, merci à tous. En tout cas, merci au Fonds pour une presse libre pour cette invitation. C'est toujours enthousiasmant déjà de voir ses adhérents et puis ensuite de participer à ce genre d'événements et de présenter aussi les idées du SPIL, sachant que le SPIL, c'est un syndicat professionnel. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment de porter des propositions équilibrées en faveur du pluralisme et de l'innovation dans la presse. Donc ça, c'est des points importants, ce qui fait que nous, on n'est pas du tout une structure militante. On ne s'associera pas à des mouvements comme ceux que vous avez pu présenter. On essaie d'apporter des solutions, on va dire, très concrètes pour permettre aux entreprises de presse d'être robustes et indépendantes. Et donc, comme l'a dit Charlotte, on a fait un panorama des aides à la presse à la rentrée de 2021, où on a montré qu'effectivement, il y avait encore un très fort déséquilibre dans l'attribution des aides à la presse, déjà entre les titres papier et les titres numériques, mais également que certains grands groupes de presse captaient une très grande partie des aides. Et donc c'est vrai que nous, on plaide pour notamment une neutralité des supports, donc s'assurer que les titres numériques et les titres papier puissent accéder aux aides, en tout cas sous des conditions comparables. On souhaite également que les médias qui touchent des aides à la presse respectent la loi, notamment sur la question de la séparation entre les contenus publicitaires et les contenus rédactionnels, mais également concernant la transparence de l'actionnariat. On souhaite également assurer éventuellement une prime au FSDP lorsque les titres de presse sont indépendants, puisque le fait que les titres appartiennent... le Fonds stratégique pour le développement de la presse. C'est un des gros guichets des aides publiques. Absolument, qui est un gros guichet des aides publiques et qui est capté, en tout cas en grande partie, par une petite minorité de groupes. Donc ça fait partie, en tout cas, de nos propositions. Oui. Non, mais voilà. Non, mais moi, je pense que la piste, parce que vous l'évoquez, Benoît Huet l'évoque, la piste de mettre un critère d'indépendance des médias
comme clé d'attribution, puisque aujourd'hui on est quand même dans cette situation complètement folle d'un Bernard Arnault recevant plus de 12 millions d'euros pour Le Parisien et Les Échos, d'argent public. La famille Dassault, qui contrôle Le Figaro, reçoit près de 6 millions, selon les années, entre 6 et 7 millions d'euros d'aide directe, d'aide publique directe. Libération, qui demeure sous le contrôle de Drahi, même s'il a été logé dans une fondation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, perçoit également 5-6 millions d'euros. Enfin, c'est quelque chose qui est, je pense, est simplement incompréhensible. Pourquoi l'État finance-t-il les plus grandes fortunes de ce pays qui n'investissent pas ou qui n'ont plus les moyens d'investir dans leurs médias? Enfin, c'est une blague. Donc je pense que cette piste du critère d'indépendance est quand même extrêmement importante. Merci beaucoup, Anne-Claire. Je m'adresserai peut-être à Lucille Berland maintenant, donc, qui représente le collectif Un délit. Non, informer n'est pas un délit, pardon. Vous avez également fait des propositions. Je ne vais pas être très longue, je vais te passer tout de suite la parole, parce qu'on a largement dépassé le temps. Je vais essayer de faire hyper court. De toute façon, il y a énormément de choses qui ont été dites déjà ce soir. Non, mais de toute façon, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Informer n'est pas un délit, ça a été créé en 2015. On est essentiellement des journalistes, effectivement, issus du monde de l'enquête, de l'investigation, mais pas que, et on est ouvert à tous. On est aujourd'hui pratiquement 200 journalistes dans le collectif. Ça s'est monté en 2015, donc en réaction à la loi sur le secret des affaires. Et pourquoi on est là et pourquoi on est ravis qu'il y ait un mouvement et qu'il y ait une libération de la parole sur ces questions-là, parce que le collectif se bat depuis 2015. Moi, j'ai rejoint plus récemment. Mais jusqu'il y a peu de temps, c'était peu audible. Là, il y a plein de choses qui émergent et le calendrier électoral aide à faire émerger certaines choses. Et la face émergée, la plus brutale et la plus évidente, qui est Vincent Bolloré, dans cette espèce de paysage où 9 milliardaires possèdent 90% des médias privés en France, nous y aide aussi. Mais simplement, il ne faut pas oublier, je le rappelle aussi, même si on partage, et je suis membre, je le précise par souci d'honnêteté, je suis aussi membre du collectif Stop Bolloré, même si donc Zemmour est cette espèce de tête de proue au sein du groupe Bolloré, et même si Bolloré est l'un des 9 milliardaires, ce n'est pas une question de tête, ce n'est pas une question de personne, pas uniquement. C'est un dysfonctionnement systémique. Et donc, notamment, toutes les propositions que proposent Julia Cagé et Benoît Huette, notamment dans leur dernier bouquin, on suit ça de très près. Il y a des propositions très concrètes. Donc, évidemment, il faut faire évoluer la loi. Ça, c'est l'une des pistes. Mais il y en a plein d'autres. On n'a pas pu tout aborder ce soir, mais juste j'en esquisse en quelques phrases. Donc, essayer de faire évoluer la loi, notamment les aides à la presse, etc. La réforme de loi de 86, ça a été évoqué avant. Il y a une réflexion à avoir sur les différents canaux de diffusion. Luc Bronner du Monde tout à l'heure rappelait que CNews, c'est vrai, c'était 2% par exemple des audiences de télé. Mais effectivement, en fait, derrière, la caisse de résonance que représentent les réseaux sociaux, elle peut être considérable. Donc France 3, et je m'en réjouis, fait peut-être 9% en face de CNews, mais sur les réseaux sociaux, France 3 Région et les France 3, c'est inexistant. Ceux qui sont les plus actifs, on le sait, sur les réseaux sociaux, et les plus engagés, c'est notamment les personnes qui sont adeptes de certaines idéologies extrémistes, et donc c'est des gens qui ont un taux d'engagement, hein, comme le disent les algorithmes et les réseaux sociaux, qui est très important, qui like, qui partagent, qui commentent, et donc c'est leurs contenus qui sont poussés, et ça nous donne une vision du monde qui est tronquée, qui est biaisée. Donc cette réflexion-là sur les réseaux sociaux et comment nous, les médias, on est diffusés, on est transformés, même transfigurés après sur les réseaux sociaux, et comment on articule, nous, notre information par rapport à ces réseaux sociaux-là, c'est une réflexion à avoir, et elle n'est pas toujours au cœur des rédactions. Il y a une question d'éducation aux médias, on n'en a pas parlé ce soir. Je suis aussi membre d'une autre association, une très belle association qui s'appelle Fake Off, qui fait de l'éducation aux médias avec les jeunes. Pour rappel, l'information et le temps passé sur les écrans de nos jeunes varie selon les âges, selon les endroits, etc., entre 3 et 5 heures par jour. Donc c'est une concurrence qui est juste dingue par rapport au temps passé à l'école.
Sur ces réseaux-là, ils reçoivent pas forcément que de l'information, il y a aussi beaucoup de désinformation, donc il y a une vraie éducation aux médias à faire et il faut soutenir ces initiatives-là. Là, pareil, donc faire évoluer la loi aussi, parce que c'est donner les outils aux citoyens de demain de mieux s'informer, de savoir s'informer, d'éviter les pièges et d'avoir des meilleurs boucliers intellectuels pour éviter les pièges. Je fais très très vite. La presse indépendante, oui, 1000 fois oui. Heureusement qu'elle existe. Il en faut plus, toujours plus. Mais simplement, et Julia Cagé le rappelle régulièrement, et on la suit vraiment là-dessus, les médias indépendants et la presse indépendante, faut pas oublier que malheureusement, ça, pour l'instant, ça touche et ça intéresse et ça se fait financer par une petite partie de la population, de personnes initiées, de personnes qui ont globalement un bagage culturel, intellectuel, de classe moyenne plus, etc., etc. Et donc ça ne touche pas tout le monde. Et donc la presse indépendante, il faut absolument la soutenir, il faut la développer, c'est génial. Et elle fait bousculer, justement, en étant à la marge, elle bouscule aussi les médias mainstream, comme on dit, les médias dominants. Mais il faut s'intéresser aussi à ce qui se passe dans les médias dominants parce que l'immense majorité des Français continuent à regarder TF1, CNews, M6, etc. Donc oui, voilà, vous avez compris le message. Je ne vais pas le redire d'une autre manière, mais il ne faut pas laisser tomber, nous, dans nos actions militantes et dans nos prises de position, dans la refonte de tout ce système-là à repenser. Il faut aussi s'intéresser aux médias dominants et les interroger et les faire progresser. Et dernière petite chose, je termine, il y a une vraie question de confiance. On ne l'a peut-être pas assez rappelé ce soir, mais enfin, il y avait tellement de choses à aborder. Il y a une vraie question de confiance de la population envers les journalistes, envers les médias, qui se dégradent d'année en année. À chaque fois, le baromètre, par la Croix notamment, tous les ans, au mois de janvier, le montre. C'est désastreux. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Évidemment, nous, on a une responsabilité, nous, journalistes. La société civile a une responsabilité d'alerter les journalistes. Les médias doivent se remettre en question. Et peut-être qu'on a fait l'erreur pendant trop longtemps aussi de ne pas assez parler des pressions, des menaces sur l'information, je dis nous en tant que médias, de ne pas le mettre sur la place publique, d'en faire des choses un peu de coulisses ou qui ne regardent que nous, que les journalistes, ou de ne pas vouloir parler de notre tambouille interne. Sauf que ça a pu donner l'illusion, soit qu'on était complaisant, soit qu'on était d'accord, soit qu'on s'en fichait. Et je trouve ça très bien que la parole se libère là-dessus depuis quelques mois, depuis quelques années, d'autant plus, parce que, de plus en plus, parce que ça contribue, ça, au contraire de ce qu'on aurait pu penser, dire qu'on est parfois censuré ou menacé, ça va créer encore plus de défiance des citoyens. Je suis persuadée que non. Ça peut contribuer à recréer de la confiance, au contraire, de dire qu'on n'est pas d'accord, de dire qu'on subit des pressions, de dire qu'on est précaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une immense majorité de pigistes qui sont très précaires. Donc voilà, il y a plein de chantiers, j'ai essayé de résumer en plein de points, plein de pistes. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais merci encore pour l'invitation. Merci.